J'étais près de la porte 14, mon manteau drapé sur un bras, le voile de famille précieusement serré dans l'autre, quand le message est arrivé. 6 petits mots. Froid. Définitif. En fait, ce sera juste sa famille. Pas de salutation, pas d'excuses, pas même un « maman ». Juste ça. Comme si j'étais une course oubliée, rayée d'une liste. Le bruit du terminal s'est estompé autour de moi. Une femme riait au téléphone, sa valise se balançant contre son mollet. Un enfant tirait sur la manche de sa mère en réclamant des bonbons. Le monde continuait d'avancer, mais pas moi. Je fixais l'écran, espérant qu'il change. Espérant que ce soit une erreur. Mais le petit point qui indiquait qu'il écrivait n'est jamais revenu. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie. Ma poitrine était pleine d'eau et de verre, un mélange qui clapotait et transperçait à chaque respiration. Mais je n'ai pas pleuré. À la place, je me suis assise lentement sur le banc en métal, lissant ma jupe comme si j'avais un endroit où aller, comme si ma dignité n'avait pas simplement fait ses valises pour s'envoler sans moi. J'avais payé mon billet moi-même. Personne ne me l'avait demandé, bien sûr. Je m'étais portée volontaire, heureuse d'être incluse, heureuse de venir. J'avais acheté une nouvelle robe, pas chère, mais élégante, d'un bleu nuit avec des boutons de nacre. J'avais emballé le voile que ma mère avait porté en 1947 et moi en 1972, espérant que sa future femme le trouverait charmant. Je l'avais fait nettoyer, plier dans du papier de soie, noué avec un ruban. Il y avait aussi les cadeaux, un chèque glissé dans une enveloppe et un médaillon gravé de leurs initiales. Maintenant, tout cela reposait à côté de moi dans une valise à fleurs à la poignée usée, tel l'artefact d'un musée de l'effort gaspillé. Il savait que je venais, savait que j'avais réservé le vol, l'hôtel, savait que j'apportais le voile. Il a juste attendu que j'arrive, que j'atterrisse, que je sois à l'endroit même où j'étais venue pour lui. Et puis, il m'a effacé d'un texto. J'ai rouvert le message, l'ai relu comme si une intonation pouvait se cacher quelque part dans l'espace blanc entre les lettres. Il n'y en avait pas. C'était ce que c'était. J'ai remonté la fermeture de mon manteau et me suis levée, me tenant plus droite que je ne me sentais. Peut-être que quelqu'un regardait. Peut-être que l'univers regardait. Et je n'allais pas le laisser me voir m'effondrer. La file d'attente des taxis était courte. Le chauffeur, un jeune homme avec des tatouages qui s'échappaient de ses manches, a à peine levé les yeux quand je lui ai donné le nom d'un hôtel que j'avais choisi parce qu'il avait l'air propre et calme. Il m'a demandé si j'étais en ville pour le mariage. J'ai souri avec crispation. Plus maintenant, ai-je dit. Le trajet s'est fait en silence après ça. La ville défilait avec ses palmiers et son ciel parfait. Rien à voir avec ma Bourgogne natale. Trop lumineux pour un jour comme celui-ci. Trop beau pour correspondre au vide que je sentais à l'intérieur. À l'hôtel, j'ai fait mon enregistrement, donné un pourboire au bagagiste, bien que je ne le fasse jamais d'habitude, et je suis restée debout dans la chambre pendant un long moment, immobile. La fenêtre donnait sur un parking et un petit centre commercial avec une pharmacie et un glacier. Pas la vue que j'avais imaginée en réservant. J'ai déballé le voile en premier, le posant délicatement sur le lit comme quelqu'un de fragile et endormi. Puis le médaillon, puis la carte. Je les ai alignés comme des preuves dans une affaire que personne ne poursuivrait. Et puis, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé fixement. Il n'avait pas toujours été comme ça. C'est ça, le problème. Il pleurait quand je le déposais à la maternelle. Il me faisait des dessins de maison avec moi à l'intérieur et des cœurs au-dessus du toit. Il s'asseyait à côté de moi pendant que j'épluchais les pommes pour la tarte et me demandait comment fonctionnait le soleil. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Que les mariages étaient pour la famille. Que les mères comptaient. Que le fait d'être resté éveillé avec lui quand il avait la rougeole signifiait encore quelque chose aujourd'hui. Que peut-être il voudrait que je me tienne derrière lui ce jour-là, discrètement, avec amour. Au lieu de ça, il m'a effacé. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise tranquillement jusqu'à ce que la lumière baisse et que les néons de l'autre côté de la rue s'allument. Alors je me suis levée, je suis allée au bureau, j'ai pris le bloc-notes et le stylo à côté du téléphone, et j'ai commencé à écrire une liste. Elle contenait 2 points. Annuler le virement à Jacques. Son prénom. Appeler Maître Lambert. Maître Lambert est mon avocate. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais soudain, je savais exactement ce que je devais lui dire. Car si je n'avais plus de place à sa table, j'arrêterais de financer le festin. J'ai replié le voile dans sa boîte une dernière fois. Puis j'ai placé le médaillon à l'intérieur et scellé l'enveloppe. Pas avec des larmes, mais avec résolution.
La chambre d'hôtel sentait légèrement le désinfectant au citron et quelque chose de plus vieux, de vieille moquette peut-être, ou un air fatigué. Je me tenais près de la petite fenêtre, la main sur le cordon du rideau, regardant le ciel passer de l'or au gris. Ma valise était restée fermée au pied du lit, non pas parce que je l'avais oubliée, mais parce que je n'étais pas prête à admettre que j'étais ici, seule, sans but. J'étais venue pour le mariage de mon fils. J'avais apporté le voile. J'avais apporté le cadeau. J'avais tout emballé avec soin, des bas de rechange, mon pilulier, même une lime à ongles dans un sachet plastique pour qu'elle ne soit pas confisquée à la sécurité. Ce genre d'organisation ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un vous désinvite par texto. Finalement, j'ai ouvert la valise. J'ai disposé les choses comme si j'allais encore quelque part. Les chaussures par terre, la robe sur un cintre, les articles de toilette dans la salle de bain. Puis j'ai attrapé la petite boîte en bois enveloppée dans un mouchoir, nichée dans les vêtements. Le voile. Il avait appartenu à ma mère, Hélène. De la dentelle faite à la main, délicate comme un souffle. Elle l'avait porté à son mariage, et moi au mien. Je l'avais fait nettoyer et restaurer, payant plus cher pour le service de conservation que pour ma propre robe de mariée. J'imaginais le tendre à ma belle-fille le matin de son mariage, lui racontant qu'il venait de femmes qui étaient restées, qui avaient travaillé, qui avaient aimé avec obstination. J'imaginais son sourire. Maintenant, je passais mes doigts sur le fin tulle. Trop fin pour ce monde, pensais-je. Trop fin pour les gens qui envoient des messages de 6 mots pour effacer une mère. Je l'ai remis dans la boîte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas profondément. Le lit était trop dur, les draps trop blancs. Je suis restée allongée sur le côté, regardant les ombres bouger au plafond, la télévision silencieuse dans le coin. J'attendais un autre message, un addendum, une explication. Mais mon téléphone est resté silencieux sur la table de chevet, l'écran noir. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé la réception et demandé le numéro d'un cabinet d'avocat local. L'homme au téléphone m'en a donné 3. La voix enjouée comme on l'apprend aux réceptionnistes d'hôtel. Je l'ai remercié et j'ai choisi le 2e numéro de la liste, simplement parce qu'il sonnait comme le genre de cabinet qui ne raccroche pas au nez des vieilles femmes. Il pouvait me recevoir cet après-midi-là. J'ai confirmé l'heure, je me suis habillée avec soin et j'ai remis le voile dans sa boîte une dernière fois. Je l'ai laissé sur le bureau avec un mot. Ne pas déranger. Je reviens. Mais je n'ai pas pris l'enveloppe du cadeau avec moi. Celle-là est allée dans mon sac à main. Je n'avais pas encore fini de décider quoi en faire. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un immeuble beige à côté d'un pressing. Il ne payait pas de mine. Mais la femme qui m'a accueillie dans la salle d'attente avait des cheveux d'argent et ce genre de regard direct auquel je faisais confiance. « Madame Letellier, dit-elle, je suis Anne. Je dois mettre à jour mon testament, dis-je sans préambule. Et établir une assurance vie au nom d'un nouveau bénéficiaire. » Anne a hoché la tête, sans demander pourquoi. Elle m'a conduite à son bureau et m'a versé un verre d'eau. Je l'appréciais déjà. « Je veux retirer mon fils, Jacques Letellier, comme bénéficiaire, dis-je. Entièrement. Et je veux que tout aille à ma petite fille. » Elle a légèrement haussé un sourcil. « Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce qu'elle est la seule qui ne m'ait jamais menti, dis-je. Et parce que je ne laisserai pas le travail de toute une vie à un homme qui supprime sa mère comme un email indésirable. » Anne n'a réagi ni avec surprise ni avec sympathie. Elle a juste pris des notes. « Votre petite fille a-t-elle un tuteur légal ? Elle a 18 ans, en première année de licence. Brillante. Alors c'est simple, dit-elle. Nous allons rédiger un nouveau testament et modifier le contrat d'assurance vie. Avez-vous des conditions spécifiques ? Oui, dis-je. Elle ne pourra pas toucher un centime avant ses 25 ans, sauf pour ses études, ses soins de santé ou l'achat de sa première résidence principale. Très raisonnable. Elle est gentille, intelligente, mais elle est jeune. Je veux lui donner une aide, pas la ruiner. Anne a levé les yeux vers moi et a souri. Vous ne ruinez personne, Madame Letellier. Vous rétablissez l'équilibre. Cela a pris 2 heures. Quand je suis partie, j'avais un dossier avec des copies et une carte de visite. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne sentais rien. Juste calme, comme si j'avais enfin cessé d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qui était juste. De retour à l'hôtel, le soleil commençait à se coucher à nouveau. Un autre ciel parfait de la Côte d'Azur. Je me suis assise dans le même fauteuil près de la fenêtre, mais quelque chose était différent. Le voile était toujours sur le bureau. Je ne l'ai pas bougé. À la place, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma petite fille,
Clara. Ma chérie, es-tu libre pour déjeuner demain? Elle a répondu en moins de 2 minutes. Bien sûr, mamie. Où est-ce qu'on se retrouve? Et juste comme ça, je n'étais plus des invités de tout. Juste d'un mariage. Clara avait les yeux de son père. C'était toujours la première chose que les gens remarquaient. Grand, sombre, pensif. Mais là où ceux de son père étaient devenus méfiants avec l'âge, les siens étaient ouverts, curieux, le genre d'yeux qui attendait des réponses au lieu de rejeter les questions. Elle m'a retrouvée dans un petit café à 3 rues de l'hôtel, vêtue d'un jean et d'un chemisier blanc, les cheveux tirés en une tresse comme quand elle avait 10 ans. Elle m'a serré dans ses bras dès qu'elle m'a vue. « Tu es magnifique, dit-elle. » J'ai failli répondre « Ne mens pas », mais je me suis retenue. Laissez dire. Laissez penser. J'avais passé trop d'années à balayer la gentillesse comme si elle avait une date de péremption. Nous avons commandé des sandwichs et du thé glacé, puis elle s'est penchée en avant et a demandé doucement « Mamie, que s'est-il passé ?» J'ai pris une longue gorgée de thé. Ton père a décidé que je n'étais pas invitée, c'est tout. Ses sourcils se sont froncés. Mais il a dit que tu ne te sentais pas bien, que tu ne prendrais peut-être pas l'avion. J'ai souri tristement. Vraiment? C'est généreux de sa part. Elle a baissé les yeux, jouant avec l'emballage de sa paille. Il n'a pas dit grand-chose, en fait. Juste que le mariage serait en petit comité, que ce serait surtout sa famille à elle. Eh bien, cette partie-là est vraie, dis-je. C'était toute sa famille à elle, et c'était voulu. Elle a relevé la tête, le visage tendu par un mélange d'inquiétude et de honte. Il n'aurait pas dû faire ça. Non, dis-je doucement. Il n'aurait pas dû. Je ne lui ai pas raconté ce que j'avais ressenti à l'aéroport, comment mes genoux avaient flanché en lisant ce texto. Je n'ai pas décrit le silence de la chambre, le poids du voile de famille toujours plié dans sa boîte. Certaines choses ne sont pas faites pour être portées par les petits-enfants. Je peux te demander quelque chose, dit Clara. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, toi et papa? Je me suis adossée, la question s'enfonçant profondément. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si c'était une seule chose, un unique moment, une fracture nette. Mais ce n'était pas ça. C'était un millier de petites choses au fil des ans, comme être dans l'océan et réaliser lentement que la marée vous emporte au large. Il a changé, dis-je finalement. L'université l'a changé. Ou peut-être la vie. Je ne lui reproche pas d'avoir évolué. Je lui reproche d'avoir tourné le dos. Clara ne parlait pas. Elle écoutait simplement. Cela seul signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Quand ton grand-père est mort, dis-je, Jacques est rentré pour les funérailles. Il m'a tenu la main tout le temps, a pleuré plus que moi. Il est resté 3 jours, on a cuisiné, on a ri, on s'est souvenu. Et puis il est parti. Et à chaque visite après ça, quelque chose s'est refermé en lui. J'ai pris mon sandwich mais je n'ai pas mordu dedans. Il s'est marié vite, a déménagé dans le sud, a trouvé un travail, une maison, un nouveau cercle d'amis. Il a cessé de répondre aux appels, envoyer des cartes cadeaux pour Noël au lieu de rentrer à la maison. Et quand j'offrais de l'aide, il l'acceptait, mais toujours avec une sorte de silence, comme s'il me faisait une faveur en l'acceptant. Clara était silencieuse. A-t-il déjà dit pourquoi? Non, mais je savais. Tu savais quoi? J'ai hésité. Que je lui faisais honte. Sa main s'est figée autour de son verre. J'étais une institutrice de l'école publique, pas glamour, pas sophistiquée. Je portais des gilets avec des boutons lâches et j'apportais des quiches au repas entre amis. La famille de sa femme, eh bien, ils ont de l'argent. Ils parlent d'une certaine manière, s'habillent d'une certaine manière. Je n'ai jamais été à ma place. Mais ce n'est pas une excuse. Les gens n'ont pas besoin d'excuses pour vous abandonner, dis-je en haussant les épaules. Juste de la commodité. Clara avait l'air sur le point de pleurer, mais ne l'a pas fait. Elle avait ma force. Je le voyais dans son menton. Je veux que tu saches quelque chose, dis-je. Je ne te dis pas ça pour te faire choisir un camp. Je te le dis parce que personne d'autre ne le fera, parce que c'est la vérité. Et parce que je veux que tu comprennes que ce que ton père m'a fait n'a rien à voir avec qui tu es ou qui tu deviendras. Elle a hoché la tête lentement. Merci de me l'avoir dit. J'ai sorti de mon sac à main l'enveloppe que j'avais destinée à son père et à sa fiancée. À l'intérieur se trouvait le médaillon, pas le chèque. Celui-ci était déjà en train d'être redirigé. J'avais apporté ça pour le mariage, dis-je. Mais je crois que je l'ai apporté pour toi. Elle l'a ouvert délicatement.
Le médaillon était petité en or, gravé de délicates initiales. CL et LL Clara Letellier, et il y a longtemps, Louise Letellier, ma belle-mère. À l'intérieur, une photo de Clara à 5 ans et une de moi au même âge. Elle a cligné des yeux rapidement. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement que tu le garderas, dis-je. Je le garderai. Le chèque irait au contrat d'assurance vie. Le voile retournerait dans le placard. Mais ce moment était suffisant. J'avais cru perdre un fils, mais j'avais trouvé une vérité et une petite fille qui me voyait. Et c'était quelque chose sur quoi on pouvait construire. Mon mari est mort un mercredi. C'était le début du printemps. Un de ces matins lumineux où le monde semble trop vivant pour le deuil. Les jonquilles commençaient tout juste à percer le sol près de notre porche. Je m'en souviens parce que je les avais remarquées ce matin-là même, me penchant pour en toucher une, pensant à quel point elles étaient têtues, comment elles revenaient toujours, peu importe la dureté du gel. Il est mort tranquillement. Pas de drame, pas de longue maladie, juste un souffle qui n'est pas revenu. Georges Letellier n'était pas un homme remarquable si on le regardait à travers le prisme du monde. Il vendait des assurances, conduisait une Peugeot, faisait son café trop léger, mais il m'aimait avec une constance qui a survécu à chaque déception que la vie nous a infligée. Quand ma mère est décédée, il m'a tenu la main pendant 6 heures d'affilée. Quand j'ai perdu le bébé avant Jacques, il est rentré du travail et s'est simplement allongé à côté de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Nous avons été mariés pendant 34 ans. Pas tous faciles, pas tous tendres. Mais nous nous sommes choisis encore et encore, même dans le silence. Après l'enterrement, Jacques est resté 3 jours. Il a aidé à nettoyer le garage, à trier de vieux papiers, à emporter 2 cartons des affaires de son père à l'aéroport. Le dernier matin, il m'a serré longuement dans ses bras, son menton contre mon épaule. « Ça ira, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai dit « oui ». Et il m'a cru. Il m'a laissé avec la maison, la voiture et un compte en banque qui pouvait durer si j'étais prudente. Il m'a aussi laissé avec le silence, un long silence. Au début, je ne le sentais pas. Je remplissais les journées avec l'école. J'enseignais encore à l'époque, en CE2, ce qui signifiait des briques de jus de fruits, des lacets et des mains collantes. Le bruit aidait. Les enfants ne laissent pas trop de place à la réflexion. Mais les soirs arrivaient, et ils étaient plus calmes que je ne l'avais jamais connu. Pas de voix de l'autre pièce demandant où étaient les bonnes piles. Pas de bruit de pantoufles sur le sol de la cuisine. Juste le craquement de la maison et mon propre souffle. La première année, Jacques appelait. Tous les dimanches, toujours à 17 heures. On parlait du temps, de ma santé, de ce qu'il lisait. Puis c'est devenu un dimanche sur 2, puis une fois par mois, puis seulement quand il avait besoin de quelque chose. Il y avait des excuses, bien sûr. Le travail, les voyages, le bébé. Sa femme n'aimait pas beaucoup les appels téléphoniques. Il disait qu'elle aimait la structure. Qu'elle aimait l'espace. Je lui ai donné assez d'espace pour perdre un continent entre nous. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je pouvais le sentir dans sa façon d'hésiter avant de me présenter à de nouvelles personnes. C'est ma mère, suivie d'une pause, d'un changement de ton. Je n'étais pas assez élégante. Mes mains étaient usées. Mon rire trop fort. J'ai commencé à envoyer des cartes cadeaux pour Noël, juste pour m'accorder au ton. Je pensais que ça rendrait les choses plus faciles. Il ne s'est jamais plaint, mais les cartes n'étaient jamais accompagnées d'appels. Les gens parlent de la solitude du veuvage comme si c'était quelque chose qui arrivait d'un coup, comme un coup à la poitrine. Mais pour moi, c'est venu progressivement. Après que les plats apportés par les voisins se sont arrêtés, après que les voisins ont cessé de passer, après que Jacques a cessé de dire « je t'aime » à la fin de nos appels, elle s'est installée comme la poussière. Je ne me suis jamais remariée, je n'en ai jamais eu envie. Georges avait été le genre d'homme qu'on ne rencontre qu'une fois. Pas tapa accent grave l'œil, mais réel, présent. Il avait l'habitude de dire « certains hommes essaient d'être des héros. Moi, je me contente de rentrer à la maison. » Et il l'a toujours fait. Jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Il y avait des nuits, surtout la 2e année, où je me réveillais et lui parlais quand même, juste des mots doux dans le noir, lui racontant ce que Jacques avait dit, ce que Clara avait dessiné, comment la chaudière faisait un nouveau bruit. Je savais que c'était idiot, mais ça aidait. Je pense qu'il aurait été en colère. Pas contre Jacques exactement, mais contre la facilité avec laquelle un fils peut oublier qui lui a appris à faire ses lacets, qui a nettoyé son vomi à minuit, qui a couru après son vélo en l'encourageant la première fois qu'on a enlevé les petits trous. Georges aurait dit « Marie, ne le laisse pas te traiter comme ça ». Je répondais à voix haute
c'est juste sa façon d'être maintenant. Mais maintenant, je ne sais pas. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôtel avec le voile dans sa boîte, le testament réécrit, et Clara buvant son thé glacé avec les genoux repliés sous elle comme une fille de la moitié de son âge, je me demande si Georges n'avait pas raison. Peut-être que j'ai laissé traîner les choses trop longtemps. Peut-être que j'ai trop excusé. Mais plus maintenant. Il y a un tiroir dans ma cuisine, à la maison, qui coince sur le côté gauche. Il faut tirer un peu, puis il s'ouvre d'un coup avec un cliquetis. Ce tiroir contient tout ce que je pensais ne plus jamais avoir besoin de consulter. Reçu, lettres de banque, photocopies, vieille garantie, et un dossier intitulé « Jacques ». Je l'ai commencé quand il s'est marié. Au début, c'était juste pour l'organisation. Je ne voulais pas oublier ce que j'avais donné ou promis, au cas où il demanderait. Mais avec le temps, c'est devenu autre chose. Un registre, peut-être. Un grand livre silencieux de ce qu'il en coûte de rester dans la vie de quelqu'un quand l'amour ne suffit pas. Le premier papier date de 2003, un chèque de 12 000 €, à compte pour leur premier appartement. Il a dit que ce serait temporaire, juste le temps qu'ils se mettent sur pied. Ils ont déménagé 1 an plus tard dans un appartement que ses beaux-parents ont aidé à financer. Personne n'a mentionné ma part. Ensuite, il y a un remboursement de carte de crédit, 6 800 €. Il avait perdu son emploi, disait que les factures s'accumulaient. Je me souviens d'être assise à ma table de cuisine, lisant son email 2 fois avant d'appeler la banque. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Les mères ne laissent pas leurs enfants couler. Pas si elles peuvent l'aider. Puis est venu le bébé, Clara, mon rayon de soleil. Quand elle est née, j'ai proposé d'ouvrir un compte épargne pour ses études. Il a dit que c'était trop tôt, qu'il mettrait quelque chose en place de leur côté. Ils ne l'ont jamais fait. À la place, le dossier contient des reçus pour des couches, une poussette, une facture d'hôpital qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas été couverte. J'ai envoyé de l'argent pour chaque chose sans poser de questions. En 2011, une rupture du ligament du genou. Il n'avait pas assez de RTT, disait-il, et la franchise de l'assurance était élevée. 2 300 €. Je l'ai viré le jour même. En 2015, leur voiture est tombée en panne. Pas la belle que sa femme conduisait, la plus vieille pour les courses. J'ai couvert les réparations. 1 120 €. 1 an plus tard, le toit a fui. Il a appelé au milieu de la nuit. Sa voix était précipitée, basse, comme s'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Maman, je déteste demander, mais... Il ne détestait pas. J'ai viré 8 000 € ce matin-là. Au total, le dossier contient des registres de 57 000 € sur 20 ans. Sans compter les cadeaux, sans compter les vols pour rendre visite. Sans compter les courses que je faisais pour remplir leur cuisine quand ils étaient juste ce mois-là. Sans compter le manteau que j'ai acheté à Clara chaque hiver jusqu'à ses 17 ans. Sans compter le nouvel ordinateur portable que j'ai envoyé par la poste quand il a dit que le sien était cassé et qu'il ne pouvait pas se le permettre pour le moment. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'est jamais agi de ça. S'il avait dit merci, s'il m'avait regardé dans les yeux et m'avait appelé juste pour parler, cela aurait équilibré les choses. Mais quelque part en cours de route, ce n'est plus devenu de l'aide, mais une attente. Un impôt silencieux sur la maternité. Je n'ai pas remarqué le changement au début. Les 5 premières années, chaque euro ressemblait à un câlin de loin. Mais finalement, les appels ne sont venus que lorsque quelque chose était nécessaire, et la chaleur s'est tarie. Les cadeaux n'étaient plus mentionnés. Les dépôts non reconnus. L'année dernière, pour son anniversaire, je lui ai envoyé un chèque. Juste un geste. Il l'a encaissé le lendemain. Il n'a pas appelé. Il ne l'a jamais fait. Le dernier papier dans le dossier date de 4 mois. Un virement de 3 000 € pour les frais divers avant le mariage. Les fleurs, les acomptes, tout ce dont elle a besoin, avait-il dit. Je l'ai envoyé l'après-midi même. Bien sûr que je l'ai fait. J'étais ravie d'être incluse. Ravie d'être invitée. C'est drôle, n'est-ce pas? Combien j'ai payé pour être désinvitée? J'ai regardé les papiers une dernière fois avant mon voyage. Je les avais sortis pour me rappeler que je n'imaginais pas les choses, que la distance entre nous n'était pas seulement émotionnelle, que je n'avais pas rêvé la négligence. C'était là, noir sur blanc. On dit qu'en amour, on ne compte pas. Peut-être que non. Mais la dignité, elle, tient les comptes. La première nuit à l'hôtel fut la plus longue que j'ai connue depuis des années. Plus longue que la nuit où Georges est mort. Plus longue que la nuit où Clara est née, et où personne n'a pensé à appeler.
Le climatiseur bourdonnait doucement, et la lueur de la télévision projetait des ombres sur le mur, même si je ne l'avais pas allumé. Je n'arrivais pas à m'y résoudre. Le silence semblait plus honnête. J'avais tout déballé, bien que cela ne servît à rien. La robe que j'avais apportée pendait mollement dans le placard, intacte. Simple, bleu marine, avec un peu de dentelle au col. Je l'avais choisie parce qu'elle me rappelait quelque chose que ma mère avait porté. Modeste, élégante, intemporelle. C'était censé être la robe dans laquelle je verrais mon fils se marier. Maintenant, elle ressemblait à un vêtement abandonné dans un dépôt-vente. Le voile reposait dans sa boîte à côté du lit. Je ne pouvais me résoudre à le remettre dans la valise. Il méritait mieux que des fermetures éclairs et des doublures en nylon. Il avait survécu à des générations, et je l'avais apporté ici avec espoir. Je me suis fait une tasse de thé avec la petite cafetière dans le coin, le genre de thé qui a le goût du carton et du regret. Je me suis assise près de la fenêtre, la tasse chaude dans mes mains, regardant les voitures entrer et sortir du parking en bas. Quelque part là dehors, peut-être à quelques kilomètres seulement, mon fils riait, terminant probablement son dîner de répétition, entouré de gens en robe de cocktail et chemise en lin, buvant du vin payé par quelqu'un d'autre. Je me demandais s'il pensait à moi, s'il sentait l'absence, ou s'il était soulagé. C'était la partie la plus cruelle. Pas l'exclusion elle-même, mais la possibilité que cela ne lui ait même pas fait de mal de le faire. J'ai regardé mon téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'appel pour expliquer, pas d'excuses. Juste ce renvoi en 6 mots, des heures auparavant. Toujours là, toujours non lu, toujours permanent. J'ai ouvert une note vierge sur l'écran. J'ai commencé à taper. Cher Jacques, puis je me suis arrêté. Que pouvais-je dire que je n'avais pas déjà essayé de montrer? Je l'aimais. Je l'avais élevé. Je n'avais jamais demandé grand-chose. Et pourtant, il s'était éloigné. À la place, j'ai ouvert la galerie de photos. J'ai fait défiler de vieilles images. Lui à la maternelle, une dent en moins, le visage illuminé de malice. Lui à 12 ans en uniforme de scout, saluant de travers. Lui tenant Clara à l'hôpital, la fierté et la peur se disputant sur son jeune visage. Et puis, moins de photos, des écarts plus longs, moins de sourires qui m'étaient destinés. Je n'ai pas pleuré. Je m'y attendais, mais les larmes ne sont pas venues. Ce n'était pas du chagrin que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, de plus lourd, une sorte de prise de conscience silencieuse que ce n'était peut-être pas une cruauté soudaine, mais la confirmation finale d'un lent départ. Et puis quelque chose s'est produit. Vers minuit, alors que j'étais assise dans ce fauteuil rigide dans cette chambre étrange, j'ai senti un changement. C'était petit, pas bruyant, pas courageux, juste une pensée silencieuse. Peut-être que c'était une bénédiction. Si je n'étais pas venue, j'aurais peut-être passé une autre année à prétendre que les choses allaient bien, à envoyer de l'argent, à attendre des appels téléphoniques qui ne venaient pas. Peut-être que ce moment cruel et tranchant, était la clarté dont j'avais besoin. Parce que quelque chose en moi avait commencé à murmurer ce que Georges aurait pu dire s'il avait été là. Marie, tu as une vie, toi aussi. Cette voix m'a surprise, si calme, si claire. J'ai versé le thé froid dans l'évier et j'ai lavé la tasse. J'ai sorti la couverture supplémentaire du placard et je l'ai pliée soigneusement au pied du lit. Je me suis brossé les dents, j'ai enfilé ma chemise de nuit et j'ai lissé la couette des 2 mains comme je le faisais à la maison. Et puis je me suis glissée dans le lit, seule. Non pas parce que j'étais oubliée, mais parce que je m'étais souvenue de quelque chose. J'appartenais à moi-même. Je l'avais toujours fait. Et si personne d'autre ne voulait l'honorer, alors je le ferais. Clara m'a appelée le lendemain matin. J'étais de nouveau assise près de la fenêtre, un café à la main cette fois, essayant de trouver l'appétit pour le petit déjeuner gratuit que je savais que je ne toucherais pas. Le téléphone a vibré doucement contre la table, et quand j'ai vu son nom, quelque chose en moi s'est adouci. Au moins, quelqu'un pensait encore à moi dès le matin. Mamie, dit-elle, la voix tendue. Je viens de l'apprendre. Papa ne t'a pas invité. J'ai fermé les yeux un instant. Non, ma chérie. Il ne l'a pas fait. Il y eut un silence au bout du fil, mais pas le genre de silence qui se produit quand on ne sait pas quoi dire. C'était le genre qui se remplit d'incrédulité, de colère. Je connaissais ce silence. J'avais vécu dedans pendant des années. Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Il m'a dit que ce serait juste une petite cérémonie, en famille. Je pensais que tu arrivais plus tôt. Je pensais que tu en faisais partie. J'en faisais partie, dis-je doucement. Dans ma tête, j'en faisais partie.
Pourquoi n'as-tu rien dit hier au déjeuner? Demanda-t-elle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas que notre moment ensemble tourne autour de lui. Pris-je une respiration. Je voulais te voir. Juste toi. Je pouvais l'entendre bouger, faire les 100 pas. Peut-être qu'elle était comme ça. Même enfant, elle avait toujours besoin de bouger quand quelque chose n'allait pas. Il n'en a même jamais parlé. Pas une seule fois. Comment a-t-il pu? Parce que c'était plus facile pour lui de mentir que de me regarder dans les yeux, dis-je. Et parce qu'il ne pensait pas que quelqu'un poserait de questions. Eh bien, il avait tort, lança-t-elle. Je pose des questions. Et je vais lui en poser tout de suite. Non, Clara. Elle s'arrêta. Je pouvais le sentir. Non, répéta-t-elle. Ce n'est pas à toi de réparer ça, dis-je. Ce n'est pas ta bataille. C'est la mienne, et j'ai déjà décidé comment la gérer. Elle redevint silencieuse, mais pas de ce silence creux. Cette fois, c'était de l'écoute, de la compréhension. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai déjà fait, dis-je. Le voile reste avec moi. Le cadeau ira à quelqu'un qui le mérite. Et mon argent, Clara, mon nom, mon héritage, n'iront pas là où je ne suis pas la bienvenue. Tu as refait ton testament. Oui. Et l'assurance vie. Sa voix était prudente maintenant, douce. C'est pour toi, dis-je. Pas parce que tu as demandé, pas à cause de ton sang, mais parce que tu ne m'as jamais traité comme un fardeau. Je pouvais l'entendre respirer au téléphone. Mamie, murmura-t-elle. C'est trop. Je n'ai pas besoin. Je sais que tu n'en as pas besoin, dis-je. C'est tout l'intérêt. Tu ne m'as jamais fait sentir que je te devais quoi que ce soit. C'est pourquoi je te le confie. Elle ne parla pas pendant un long moment, et quand elle le fit, sa voix était stable, mais épaisse. Je te rendrai fière. Tu le fais déjà. On frappa à sa porte. Quelqu'un l'appelait, probablement. Son père, je supposais. Je dois y aller, dit-elle. Mais est-ce que je peux te revoir après le mariage? J'aimerais beaucoup. Non, dit-elle fermement. Je suis sérieuse. Je veux rester proche. Je veux te connaître. Vraiment te connaître. Et ça, après tout, c'était le cadeau que je n'avais pas osé espérer. Après avoir raccroché, je suis restée assise sans bouger pendant un long moment. Le café avait de nouveau refroidi. Le monde extérieur s'éveillait. Quelque part, Jacques nouait sa cravate, vérifiait son reflet, plaisantait sur les fleuristes en retard. Et il n'avait aucune idée que sa fille venait de s'éloigner discrètement du récit qu'il avait écrit. Pas de rébellion, pas de scène, juste un pas silencieux et clair. Et peut-être que c'était suffisant. L'appel à la banque n'était pas impulsif. Il était délibéré, mesuré, comme poser une boîte lourde que l'on a portée trop loin, trop longtemps. J'ai attendu le milieu de l'après-midi, sachant que les lignes seraient plus calmes. J'avais vérifié le décalage horaire. Ma région avait 1 heure d'avance, et j'ai composé le numéro imprimé au dos de ma carte de débit. Pas l'application mobile, pas le site web. Je voulais parler à une personne. Je voulais l'entendre dit à voix haute. Merci d'avoir appelé la banque de la vallée, gazouilla la femme. Ici Rachel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mon nom est Marie Letellier, dis-je. Je dois examiner et annuler tous les virements externes programmés depuis mes comptes, et je veux révoquer une autorisation de prélèvement liée. Il y eut une courte pause. Je pouvais l'entendre taper. Certainement, Madame Letellier. Je vais juste avoir besoin de vérifier quelques détails avant de commencer. Je répondis à ces questions sans hésitation. Date de naissance, 4 derniers chiffres, le nom de mon animal de compagnie d'enfance, Samson, un labrador fidèle jusqu'au bout, contrairement à certains. Une fois que j'eus été authentifié, son ton changea légèrement, devint plus respectueux. Je vois qu'il y a actuellement 3 virements récurrents programmés. Un à un certain Jacques Letellier, mensuel, de 850 €. Un trimestriel de 2000 €, libellé soutien aux ménages, et un versement annuel de 5000 € prévu pour le mois prochain. Je veux qu'ils soient tous annulés, dis-je. De manière permanente? Oui. Et j'aimerais révoquer tout accès qu'il a pour consulter ou demander des modifications à mon compte. Rachel hésita. Il est listé comme contact secondaire sur votre banque en ligne avec des autorisations pour initier mais non finaliser des virements. Nous pouvons supprimer cet accès immédiatement. Faites-le. Elle tapa à nouveau. C'est fait. Puis-je demander, juste pour nos dossiers, si nous devons marquer cela comme fraude, réaffectation familiale ou changement de circonstances personnelles?
Appelez ça la clarté, dis-je. Silence. Puis, compris, à voix basse. Je lui ai demandé de m'envoyer la confirmation mise à jour par email, ce qu'elle fit en quelques minutes. J'ai lu chaque ligne, chaque euro, chaque lien rompu. C'était là, tangible, réel. Pendant 20 ans, j'avais subventionné sa vie comme une investisseuse silencieuse dans une entreprise qui ne m'a jamais inscrite au conseil d'administration. Loyer, factures, urgences qui se sont transformées en habitudes. Je l'ai fait parce que j'étais sa mère. Parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour quand une seule personne se présente. Ce n'est pas de la famille quand les appels ne viennent qu'avec des conditions. Et je ne suis pas un distributeur automatique. Cette nuit-là, j'ai sorti le dossier intitulé « Jacques » de ma valise. Je l'avais emballé par instinct, ne sachant pas si j'en aurais besoin. Maintenant, je l'ouvris une dernière fois. Chaque feuille semblait plus lourde, non pas à cause de l'argent, mais à cause du silence qui avait suivi chaque transaction. Pas de merci, pas d'appel, juste des retraits silencieux. J'ai empilé les papiers proprement, les ai remis dans le dossier et les glissés au fond de ma valise. Je les déchiquetterai en rentrant chez moi. Un nouveau rituel. Non pas d'effacement, mais de libération. Dans le silence de la chambre d'hôtel, je me suis allongée sur le lit, les mains croisées sur mon ventre. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas amère. Je me sentais propre. Le genre de propreté qui vient après avoir enfin dit la vérité à voix haute. Peut-être que Jacques appellerait quand il s'en rendrait compte. Peut-être pas. Mais pour une fois, je n'attendrai pas. Le lendemain matin, j'ai marché. Non pas parce que j'avais un endroit où aller. Non pas parce que quelqu'un m'attendait. Mais parce que l'air était bon sur ma peau, et que j'avais besoin de me souvenir de ce que signifiait bouger sans but, juste pour le plaisir de se sentir vivante. L'hôtel était près d'une petite place du centre-ville, le genre avec des bancs et de vieux arbres qui avaient survécu à une demi-douzaine de rénovations de trottoirs. Je suis passée devant une librairie avec une enseigne en bois qui grinçait doucement dans la brise. Une femme de mon âge arrangeait des livres de poche dans la vitrine, fredonnant pour elle-même. De l'autre côté de la rue, un petit garçon tirait sur la main de son père, montrant quelque chose dans la vitrine de la boulangerie. Le père s'est penché, a hoché la tête, a ri. Ils sont entrés ensemble. Je suis restée à les regarder plus longtemps que prévu. Il y a des années, c'était moi et Jacques. Une journée froide à Lyon, un café sur la place Bellecour. Il avait 4 ans. Voulait un pain au raisin plus grand que son visage. J'ai dit non. Il a boudé. J'ai cédé. Il a léché le glaçage en premier, et nous avons tous les deux ri quand il lui en est resté sur le nez. Je n'avais pas pensé à ce moment depuis des années. La douleur m'a surprise. Non pas parce qu'elle était douloureuse, mais parce qu'elle ne l'était pas. C'était un souvenir chaleureux, bon, intact. Il y en avait tellement, éparpillés comme des pièces de monnaie que j'avais oublié avoir laissé tomber. Nous avions eu de bonnes années. Avant l'université, avant la fierté, avant que le monde ne commence à mesurer les gens à leur sophistication et à leur portefeuille. C'était peut-être ça, le plus dur. Savoir que l'amour avait été réel, un jour. Qu'il s'était érodé non pas à cause de la haine, mais à cause de la distance et de la négligence, comme une maison laissée à l'abandon jusqu'à ce que le toit s'effondre et que personne ne se souvienne comment le réparer. J'ai tourné dans une rue latérale bordée de jacarandas en fleurs. Leurs pétales tombaient comme des confettis violets sur le trottoir. J'en ai ramassé un, les tenu entre mes doigts. Si fragile, si persistant. Je suis passée devant une boutique de robes de mariée. Les mannequins portaient des robes lourdes de perles et de manches illusions. Au centre, une jeune femme dans une robe vert pâle ajustait la traîne d'une autre, épinglant le dos. J'ai regardé à travers la vitre. Ce n'était pas ma belle-fille, et ce n'était pas mon voile. Mais pendant un instant, je me suis permis de faire semblant. Dans un autre monde, peut-être l'avais-je aidé à la choisir. Peut-être m'étais-je assise sur une chaise dans cette même boutique, les mains jointes sur mes genoux, retenant mes larmes alors qu'elle se tournait vers le miroir. Peut-être m'aurait-elle tendu la main. Peut-être aurait-elle dit « Merci de l'avoir élevée ». Mais on ne vit pas dans les « peut-être ». On vit dans le jour d'après. Et ce jour-là, j'ai continué à marcher. Un banc sous un arbre m'a appelé, et je me suis assise. Des oiseaux filaient entre les branches au-dessus de ma tête. Une petite fille est passée en courant avec un ballon à l'hélium, son grand-père la suivant. Il m'a souri, le genre de sourire que les personnes âgées partagent entre elles sans avoir besoin de se connaître. Je vous vois, silencieux. Je le voyais aussi.
Le vent s'est un peu levé, transportant l'odeur du pain de la boulangerie. Mon estomac a gargouillé, rattrapant enfin ma liberté. Je me suis levée, j'ai épousseté mon manteau et je suis retournée vers la ville. Je me suis arrêtée dans cette boulangerie, j'ai acheté un pain à la cannelle. J'ai dit à la femme derrière le comptoir, « Assurez-vous qu'il y ait beaucoup trop de glaçage. » Elle a ri. De retour sur la place, je me suis de nouveau assise et j'ai mangé lentement, en arrachant des morceaux, en regardant le monde passer. Personne ne me connaissait ici. Personne n'attendait rien. Et pourtant, pour la première fois depuis des jours, peut-être des années, je me sentais plus vue qu'à n'importe quelle réunion de famille. Parfois, la dignité ne vient pas avec de grandes déclarations ou des portes qui claquent. Parfois, c'est une femme qui mange un pain à la cannelle sur un banc, savourant sa propre compagnie, pendant que son compte en banque respire librement, et que son cœur, enfin, bat sans excuse. Le cabinet d'avocat était calme, niché au-dessus d'une agence immobilière dans un immeuble de 2 étages avec des boiseries vertes et une peinture écaillée. Pas de réception, juste une plaque en laiton sur la porte. Chambers et Reed, avocat à la cour. Le genre d'endroit qui ne gaspille pas d'argent en apparence, et j'aimais ça. Anne ouvrit la porte elle-même. Elle portait le même blazer marine, la même expression composée. Elle m'offrit un siège et versa de l'eau dans un verre épais. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas là pour adoucir quoi que ce soit. J'ai examiné les documents que vous avez signés la dernière fois, dit-elle en posant une pile de papiers bien ordonnés devant moi. Nous avons retiré votre fils comme bénéficiaire et ajouté votre petite fille comme seule récipiendaire de l'assurance vie et de la succession. J'ai hoché la tête. Bien. Souhaitez-vous inclure une lettre d'intention ? Demanda-t-elle. Parfois, cela aide à clarifier les choix si quelqu'un conteste. Personne ne contestera, dis-je. Il ne se battra pas pour quelque chose qu'il ne savait même pas que j'avais encore. Elle haussa légèrement un sourcil, mais n'insista pas. Très bien. Nous avons également préparé le contrat d'assurance vie comme vous l'avez demandé. Les termes spécifient un accès pour l'éducation, le logement ou les frais médicaux jusqu'à 25 ans, après quoi Clara aura le contrôle total. Parfait, dis-je. Elle est responsable, mais je veux qu'elle gagne le reste, pas qu'elle s'y attende. Anne tapota le dossier, puis croisa les mains. Souhaitez-vous inclure une clause empêchant Jacques de contester ou de tenter d'accéder au fonds ? Oui. C'est fait. Le stylo dans ma main me parut plus lourd que dans mon souvenir. Signer ces papiers n'était pas difficile. Ce n'était même pas triste. C'était comme écrire un dernier chapitre qui attendait, à moitié fini, depuis des années. J'ai signé chaque ligne, mon nom stable et sûr. Monsieur Le Tellier. Encore. Et encore. Quand ce fut terminé, Anne rassembla les papiers et les scella dans une enveloppe bleue. Voulez-vous que je notifie votre fils ? Demanda-t-elle. J'y ai réfléchi. Non, dis-je. Laissez le silence parler. Elle glissa l'enveloppe dans un tiroir. Alors, nous avons terminé. Alors que je me levais pour partir, elle posa doucement une main sur mon bras. Vous savez, dit-elle, la plupart des gens viennent ici en s'accrochant à leurs décisions comme s'ils espéraient que quelqu'un les en dissuaderait. Vous n'avez pas scié. J'ai déjà passé 20 ans à scier, dis-je. En bas, le soleil avait tourné. La lumière de l'après-midi s'étirait longuement sur le trottoir. Je suis restée là un moment, tenant mon sac, me sentant étrangement légère. Je n'avais pas seulement changé des noms sur un document. J'avais réécrit l'héritage de ma propre histoire. Jacques s'en sortirait. Il s'en sortait toujours. Sa femme avait de l'argent de famille. Il naviguerait entre les prêts immobiliers et les dépenses. Peut-être serait-il en colère, peut-être pas. Mais je n'avais plus peur de ça. J'ai hélé un taxi. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Une destination en particulier ? Retour à l'hôtel, dis-je. J'ai un pain à la cannelle qui m'attend. Il a ri. Et pour une fois, moi aussi. Je ne voulais rien lui écrire. C'était la vérité. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans le silence. Laisser l'absence faire le travail. Laisser les questions sans réponse flotter dans l'air comme une fumée qui ne se dissipe jamais. Mais le silence, j'ai appris, peut aussi être de la lâcheté. Et je n'avais pas peur de Jacques. Plus maintenant. Alors cette nuit-là, après que le soleil fut passé derrière la ligne basse des boutiques de l'autre côté de la rue, je me suis assise au petit bureau de ma chambre d'hôtel. J'ai sorti le papier à lettres de l'hôtel, couleur crème avec une fine bordure bleue, et j'ai débouché un stylo noir. Pas un texto, pas un email. De l'encre sur du papier.
J'ai commencé par son nom. Jacques. Pas Jaco. Pas mon chéri. Pas le nom que je murmurais au-dessus de son berceau quand il faisait ses dents. Juste Jacques. L'homme. Le fils qui avait pris une décision et qui allait maintenant entendre la mienne. J'ai fait une pause, puis j'ai écrit. Je suis arrivé jeudi, comme prévu. J'ai apporté le voile, le cadeau et la robe que tu ne verras jamais. Je me suis assise à la porte 14 avec une valise pleine d'histoire et d'espoir, et j'ai reçu ton message juste avant la livraison des bagages. 6 mots. En fait, ce sera juste sa famille. J'ai attendu. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur, que tu enverrais un autre message. Je suis désolée. On va trouver une solution. S'il te plaît, viens quand même. Mais rien n'est venu. Alors, j'ai fait mon propre plan. Je suis restée dans un hôtel. J'ai marché dans la ville. J'ai regardé des inconnus être gentils les uns avec les autres. J'ai mangé un pain à la cannelle seul sur un banc et j'ai ressenti plus de dignité que je n'en ai eu depuis des années. J'ai pensé à ce que signifie être une mère. J'ai pensé à ce que je t'ai donné. Mon temps, mon corps, mon argent, mes histoires. Je me suis souvenu d'être restée éveillée toute la nuit avec toi pendant les fièvres, de faire des gâteaux d'anniversaire en forme de dinosaures, de te conduire au concours d'orthographe, aux matchs de foot et aux leçons de piano. Tu n'as jamais manqué d'amour. Tu n'as jamais manqué de soutien. Et pourtant, quelque part en cours de route, tu as décidé que je ne correspondais plus à l'image que tu voulais. Que j'étais trop simple, trop provinciale, trop ressemblante à d'où tu venais et pas assez à où tu allais. Je ne t'en veux pas pour ta réussite. Je voulais que tu aies tout. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'en te donnant cette liberté, je perdrais entièrement ma place dans ta vie. Je n'étais pas en colère quand tu as envoyé le message. J'étais vide. Et puis, étonnamment, je me suis sentie soulagée. Parce que finalement, j'avais la permission d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'envoyer des chèques, un amour silencieux et des photos qui restaient sans réponse. D'arrêter de me demander ce que j'avais fait de mal. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que tu as choisi. Tu as choisi de ne pas inviter ta mère à ton mariage. Pas par cruauté, peut-être, mais par malaise. Tu ne voulais pas m'expliquer. Tu ne voulais pas m'intégrer dans ta vie soigneusement organisée. Alors, je ne serai pas intégrée. Au lieu de cela, j'ai ouvert quelque chose de nouveau. J'ai annulé tous les futurs virements et supprimé ton accès à mes comptes. J'ai réécrit mon testament. Clara est maintenant la seule bénéficiaire de ma succession et de mon assurance vie. Non pas parce que je veux te punir, mais parce qu'elle n'a jamais prétendu que je n'existais pas. Elle m'a retrouvée dans un café et a demandé ce qui s'était passé. Elle a écouté. Elle est restée. Elle s'est souciée. Tu étais ce garçon, autrefois. Peut-être qu'un jour, tu voudras le retrouver. Si c'est le cas, je ne claquerai pas la porte. Mais je ne resterai pas non plus sur le seuil, tenant un plateau de pardon pour quelqu'un qui n'a pas demandé. Ton absence à ton propre mariage n'a peut-être pas ressemblé à une chaise laissée vide, mais c'était la mienne. Et maintenant que je l'ai remplie de ma propre personne, de ma propre voix, je ne la rendrai pas. Je te souhaite la paix. Et je te souhaite l'honnêteté. Celle qui commence quand on se regarde dans le miroir et qu'on se demande « Que ai-je choisi ?» Avec amour, parce que je n'ai jamais cessé d'en avoir. Maman. Je l'ai relue 2 fois avant de la plier. Pas de rage. Pas de théâtralité. Juste la vérité, pesante et claire. Je l'ai glissée dans une enveloppe, j'ai écrit son nom sur le devant et je l'ai laissée sur le coin du bureau. Pas pour l'envoyer, pas encore. Mais elle existait maintenant. Comme une pierre posée doucement sur une tombe, non pas pour marquer une mort, mais pour dire « Je suis venu. Je me suis souvenu. Et maintenant, je peux continuer mon chemin. » Le matin du mariage se leva comme n'importe quel autre. Ensoleillé, propre, avec une brise qui tirait doucement sur les palmiers devant ma fenêtre. Pas de fanfare, pas de douleur, juste le matin. Je n'avais pas d'invitation, pas de siège parmi les rangées de chaises blanches, mais je connaissais l'heure, je connaissais le lieu. Clara l'avait mentionné une fois sans réaliser ce qu'elle me donnait. Alors, je me suis habillée. Non pas avec la robe bleu marine que j'avais apportée pour la cérémonie, mais avec un chemisier gris doux et un pantalon. Confortable, propre, approprié pour s'asseoir dans un jardin et regarder la vie continuer sans avoir besoin d'en faire partie. J'ai pris un taxi. Le lieu était un domaine privé sur une colline, le genre d'endroit qui rend bien en photo. Des allées en pierre, des haies cintrées, des roses pâles fleurissant trop parfaitement pour être réelles. Les portes étaient ouvertes, les invités affluaient,
tout en pastel, en lin et en rire. Je ne suis pas entrée. Il y avait un banc de l'autre côté de la rue, à l'ombre d'un vieux jacaranda. Je me suis assise là, le voile dans mon sac, les mains croisées, silencieuse. Ne me cachant pas, juste témoignant. Un homme gara une voiturette de golf près de l'entrée. 2 femmes en robe de soie assorties ajustèrent leur coiffure mutuelle. Un jeune couple posa pour un selfie à côté de l'arche couverte de lierre. Je pouvais entendre le murmure lointain de la musique qui s'échauffait. Des cordes, douces et agréables. Je les ai regardés arriver, chacun ignorant la femme de l'autre côté de la rue qui avait payé pour plus d'une de leurs flûtes de champagne. J'ai vu Jacques aussi. Il est sorti d'une voiture noire, grand et élégant, riant de quelque chose que le témoin disait. Son smoking lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient peignés comme je le faisais quand il avait 5 ans, raies sur le côté, lissés avec un peu d'eau. Il n'a pas regardé vers la rue. N'a pas jeté un regard en arrière comme si le monde derrière lui n'avait jamais existé. Je n'étais pas en colère. Je pensais que je pourrais l'être, que le voir dans son acte final d'exclusion pourrait briser quelque chose en moi. Mais tout ce que je ressentais était de la distance. Le genre qui ne fait plus mal. Une femme en robe rose perle s'approcha de lui. La mariée, je supposais. Son sourire était radieux, travaillé. Elle passa son bras sous le sien et dit quelque chose que je ne pus entendre. Il hocha la tête. Ils se dirigèrent vers l'arche, les invités se levant, et je suis restée sur mon banc, invisible et entière. Quelque part à l'intérieur, des vœux étaient échangés, des promesses faites, des toasts préparés. J'espérais que ce serait un mariage heureux. J'espérais qu'il trouverait quelque chose de durable. Mais je ne faisais pas partie de cette histoire. Plus maintenant. La cérémonie dura 22 minutes. Je le sais parce que j'ai compté. Les oiseaux allaient et venaient. Un chien aboya au loin. Quelqu'un renversa ce qui ressemblait à du vin blanc sur ses chaussures. Et puis les applaudissements vinrent, forts et joyeux. Les gens redescendirent l'allée. La musique reprit. Les appareils photo cliquèrent. Jacques posa avec ses beaux-parents, avec des amis, avec l'officiant. Pas avec moi. Plus jamais avec moi. Je me suis levée alors, lissant tranquillement ma chemise, brossant quelques pétales de mes genoux. Je ne me sentais pas amère. Je me sentais libérée. Il y a quelque chose de puissant à voir un moment dont on a été exclu et à réaliser qu'on y a survécu. Je me suis détournée du domaine, j'ai marché vers la ville, passant devant les boutiques, devant le café où Clara et moi nous étions rencontrés, devant des inconnus qui me souriaient comme si j'étais à ma place. Et je l'étais. Parce que parfois, la famille n'est pas celle qui vous invite à un mariage. C'est celle qui vous retrouve le lendemain pour le petit déjeuner, juste pour savoir comment vous avez dormi. Clara m'a retrouvée le lendemain matin. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient en chignon lâche. Et elle avait l'air fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Mais quand elle m'a vue, elle a souri. Pas poliment, pas par culpabilité, mais avec quelque chose de plus calme. Du soulagement peut-être, ou de la reconnaissance. Nous nous sommes assises à l'extérieur d'un petit café près du parc, le même où nous nous étions rencontrés auparavant, bien que nous n'en ayons pas parlé. Elle a commandé du thé. J'ai demandé un café. Fort. Pendant un moment, nous sommes restées assises. Le bourdonnement de la vie matinale nous entourait. Des plats qui s'entrechoquent, des vélos qui passent, le chien de quelqu'un qui jappe après les pigeons. C'était comment? Ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux. Étrange. Comment ça? Tout avait l'air magnifique. Parfait, vraiment. Mais ça semblait creux. J'ai hoché la tête, la laissant trouver ses mots. Personne n'a parlé de toi, dit-elle. Pas une seule fois. J'attendais ça. Que quelqu'un dise dommage que Marie ne puisse pas être là, ou même juste demande où tu étais. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça ne me surprend pas. Elle se mordit la lèvre. Je voulais dire quelque chose. J'ai failli le faire pendant les toasts. Mais je ne voulais pas que ça tourne autour de moi, ou de toi, ou de quoi que ce soit. Tu as bien fait, dis-je. Non, je ne crois pas. J'ai juste fait ce qui était facile. Je l'ai regardé attentivement. Ses yeux étaient rougis mais son regard était stable. Cette constance dès le tellier. Elle avait sauté son père mais s'était manifestée en elle. Tu n'es pas responsable de ma douleur, Clara. Je sais, dit-elle, mais je la ressentais quand même. Elle a sorti quelque chose de son sac, une serviette en papier plié. À l'intérieur se trouvait le médaillon. Elle l'a posé sur la table entre nous, mais ne l'a pas poussé vers moi.
Je l'ai apporté avec moi hier. Je l'ai gardé dans la poche de ma robe tout le temps. Ce n'est pas un bijou de poche. Je sais, sourit-elle. Mais ça me semblait juste. Comme si je te portais avec moi. J'ai touché le médaillon doucement, puis je l'ai glissé vers elle. Il est à toi, dis-je. Pas seulement pour le garder. Pour le porter. Pour le transmettre. Elle a baissé les yeux sur son thé. Je crois que papa sait que je suis contrariée. Il a essayé de plaisanter avec moi hier soir, mais j'ai à peine répondu. Tu n'as pas à choisir. Mais je l'ai déjà fait, dit-elle doucement. Pas un camp. Juste la vérité. Je sais qui est honnête avec moi. Je sais qui me voit. J'ai senti quelque chose changer en moi alors. Pas un triomphe, pas une victoire. Juste une guérison. Comme une porte longtemps coincée par l'humidité qui grince enfin en s'ouvrant. J'aimerais pouvoir te promettre que ça ne deviendra pas plus difficile, dis-je. Mais c'est possible. Plus tu vieilliras, plus les gens te demanderont de prétendre que les choses vont bien alors que ce n'est pas le cas. Elle hocha lentement la tête. Tu es la seule à avoir jamais dit ça à voix haute. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Tu ne dois le silence à personne. Elle a serré ma main en retour. Toi non plus. Nous sommes restées assises comme ça jusqu'à ce que le soleil devienne trop chaud sur nos épaules, jusqu'à ce que le thé refroidisse, jusqu'à ce que la serveuse passe et sourit en disant « Vous vous ressemblez, vous deux ». Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru que c'était un compliment. Parce que je n'étais pas seulement la mère oubliée de quelqu'un. J'étais la grand-mère de Clara. Et c'était plus que suffisant. Je suis rentrée chez moi un mardi. Même compagnie aérienne, même valise, mais tout semblait différent. L'air du terminal n'oppressait plus ma poitrine comme il l'avait fait quelques jours plus tôt. Mes pas étaient plus lents, mais plus assurés. Je ne laissais rien derrière moi. Pas vraiment. J'emportais quelque chose avec moi, quelque chose dont je ne savais pas avoir eu besoin. La fin de la comédie. Le vol fut calme. Quelques hommes d'affaires faisant défiler des diapositives. Un couple avec un bambin entre eux, somnolents l'un contre l'autre. J'ai lu un livre que je n'ai pas fini. J'ai regardé par le hublot. J'ai commandé un jus de tomate juste pour goûter quelque chose de réel. Le ciel de ma région était doux et bas quand nous avons atterri. Pas dramatique, pas froid, juste honnête. Le genre de gris qui n'exige rien de vous. Un taxi m'a ramené à la maison. Le chauffeur ne parlait pas beaucoup, et le silence ne me pesait pas. Les rues étaient exactement comme je les avais laissées. C'était un réconfort, pas une déception. Quand j'ai franchi ma porte, le grincement familier m'a accueilli comme un vieil ami. La maison sentait légèrement la poussière et le nettoyant à la lavande. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. J'ai posé ma valise doucement et j'ai traversé chaque pièce comme si je la voyais pour la première fois. La cuisine avec son carrelage ébréché. Le salon où le fauteuil de Georges était toujours sous la liseuse. La chambre où la photo de lui et de Jacques, bambin, reposait encore sur la table de nuit. Je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas retournée. J'ai juste laissé être ce qu'elle était. Un moment figé dans le temps, non effacé par ce qui a suivi. Je me suis fait un thé. Pas un thé d'hôtel. Mon thé. Camomille et menthe avec une cuillère de miel, dans la tasse qui disait « Maman la moins pire du monde ». Un cadeau plaisanterie de Clara quand elle avait 12 ans. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière de fin d'après-midi s'installer sur le porche. Les jonquilles s'étaient complètement ouvertes maintenant, jaunes et insolentes. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais peut-être. Que rentrer à la maison libérerait les larmes que je ne m'étais pas autorisées. Mais au lieu de cela, je me sentais calme, propre. La sensation d'une pièce après avoir enfin enlevé le vieux tapis et vu le sol en dessous. Plus tard, je suis allée au tiroir, celui qui coince à gauche. Je l'ai ouvert, j'ai sorti le dossier marqué « Jacques ». Je me suis assise à la table, tournant chaque page une dernière fois. Reçu, virement, note. Chacun un enregistrement silencieux d'un amour qui n'attendait rien en retour, et qui a reçu exactement cela. J'ai pris le destructeur de documents dans le couloir. J'y ai inséré les pages lentement, une par une. Pas avec rancune, avec paix. Ce n'était pas une punition. C'était un élagage. Ce qui ne pousse pas est coupé. Quand j'ai fini, j'ai vidé le bac dans un sac en papier et je l'ai posé près de la porte de derrière pour le sortir avec les poubelles. Il semblait léger, considérant la part de ma vie qui venait de passer à travers ses lames.
Puis j'ai ouvert le petit placard à linge et j'ai attrapé la boîte. Le voile. Je l'ai étalé sur le lit, avec précaution comme toujours, j'ai passé mes doigts sur la dentelle. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là non plus. Au lieu de cela, j'ai souri. Le voile avait été porté par des femmes fortes. Hélène, qui a élevé 4 enfants en temps de guerre. Moi, qui ai enterré un mari et continué d'avancer. Il n'avait pas besoin d'un autre mariage pour avoir de la valeur. Il n'avait pas besoin qu'une autre jeune fille le porte pour compter. Il avait déjà fait son travail. Je l'ai replié dans son tissu, les noué avec le même ruban, et les placé dans le coffre en cèdre. Peut-être que Clara le voudrait un jour. Peut-être pas. Je ne demanderai pas. Ce choix serait le sien. Tout comme cette semaine avait finalement été la mienne. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon téléphone. Un unique message de Jacques. J'espère que tu vas bien. La cérémonie s'est bien passée. Je l'ai fixé longuement. Puis je l'ai supprimé. Pas sans réponse, pas en colère. Juste inutile. Je me suis glissée dans mon lit. Même côté. Même couverture pliée au pied. J'ai éteint la lumière, laissé le silence remplir la pièce, et j'ai respiré. Personne n'allait réécrire le passé, mais j'avais réécrit ma place dans le présent. Et le matin, les jonquilles seraient toujours debout. Moi aussi. Cela fait 3 mois depuis le mariage. Les saisons changent lentement ici, comme toujours. Les arbres sont passés du vert pâle à cette teinte plus pleine et plus lourde qu'ils arborent juste avant que la chaleur ne s'installe. Mon jardin fleurit à nouveau. Des lilas cette fois, et quelques tulipes tenaces que je pensais ne pas revoir. Je passe plus de temps dehors maintenant. Pas pour fuir la maison, pas pour occuper mes mains. Juste parce que le monde semble plus doux quand je n'essaie de rien prouver à personne. J'arrose les plantes, je regarde les enfants du quartier faire du vélo trop vite, je prépare des petites pâtisseries que personne ne demande, et je me repose. Je me repose d'une manière que j'avais oubliée, sans m'en rendre compte. Parfois, Clara appelle. Parfois, elle passe. Nous ne parlons plus du mariage. Nous parlons de ses cours, du livre qu'elle lit, d'un garçon pour qui elle n'est pas sûre. Elle apporte parfois du café. Repart en portant un de mes vieux gilets. Dit toujours merci. Me serre toujours dans ses bras plus longtemps que nécessaire. C'est notre rythme maintenant. Pas un remplacement. Un commencement. Jacques n'a pas appelé. Pas depuis ce message auquel je n'ai jamais répondu. Et je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Je n'ai plus besoin de tourner la page. C'est la chose que personne ne vous dit. Parfois, la réponse n'est pas la réconciliation. C'est la libération. Lâcher prise sans amertume. Sortir de l'ombre de quelqu'un et réaliser que le soleil vous trouve encore. J'ai vidé des tiroirs. Non pas parce que je me prépare à partir, mais parce que je veux enfin vivre dans une maison qui ne contient que ce qui me sert. J'ai donné 4 manteaux. 2 vases. 3 boîtes de guirlandes de Noël que je n'ai plus l'échelle pour accrocher. Ça fait du bien. Se délester sans deuil. J'ai trouvé une vieille photo hier. Moi et Jacques au lac. Il avait peut-être 9 ans. J'avais un bandana dans les cheveux et des lunettes de soleil trop grandes pour mon visage. Il tient un poisson, souriant largement, sa main dans la mienne. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé. C'était un bon garçon, autrefois. Et j'étais une bonne mère. Ça, aucun mariage ne peut l'effacer. J'ai mis la photo dans un tiroir. Non pas pour oublier, mais pour cesser d'attendre qu'elle reprenne vie. Certains souvenirs sont mieux laissés tranquilles, comme des fleurs séchées pressées dans un livre. Pas besoin de les tenir tous les jours. Il suffit de savoir qu'ils sont là. Et si vous avez lu jusqu'ici, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas triste. Pas de la manière à laquelle les gens s'attendent. J'ai fait le deuil de mon fils bien avant ce texto. Ce que je ressens maintenant est plus léger, comme si j'étais sortie d'une pièce obscure depuis des années pour entrer dans la lumière honnête du matin. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Cela veut dire que je m'aime plus maintenant qu'avant. C'est le cadeau que je me suis fait cette année. Pas la vengeance, pas le châtiment. La dignité. La propriété de soi. Le silence, choisi plutôt que subi. Et si vous, assis ou que vous soyez à lire ceci, vous vous êtes déjà senti mis de côté, effacé ou non invité par les personnes même autour desquelles vous avez construit votre vie, laissez-moi vous dire quelque chose de simple. Vous êtes toujours l'auteur de votre histoire. Ils n'ont pas le droit d'écrire votre fin simplement parce qu'ils ont arrêté de lire à mi-chemin. Levez-vous. Tenez-vous droit. Déchiquetez les vieux contes. Portez la robe quand même.
Mangez le pain à la cannelle. Dites la vérité même si elle fait trembler. Et s'ils ne vous ont pas gardé de siège, tirez votre propre chaise. Ou partez complètement. Mais n'osez pas croire que vous êtes jetable. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes la racine d'où ils ont grandi. Et vous, ma chère, vous avez le droit de grandir à nouveau. Selon vos propres termes. Dans votre propre lumière. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Dites-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire. Dites, je vous vois. Parce que je vous promets, quelqu'un attend ces mots. Et si vous vous êtes déjà assis seul à l'aéroport avec une valise pleine d'amour sans savoir où le poser, sachez ceci, vous n'êtes pas le seul. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer.